Dans cette édition, nous parlerons de la stratégie nationale de la formation et de l'éducation des filles. Ensuite, il sera question dans ce journal du premier congrès constitutif du syndicat démocratique des routiers du Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, le ministère de la Santé publique, avec le soutien de l'UNICEF, a lancé aujourd'hui l'initiative Health. Le point sur ce lancement avec Nasser Antofo. Le 26 mars 2019, le ministère de la Santé publique, avec le soutien de l'UNICEF, a officiellement lancé l'initiative MyHealth, ce jour dans la région de Tawa. MyHealth est un dispositif innovant qui intègre la téléphonie mobile pour accélérer les efforts dans le cadre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau communautaire. 142 intervenants dans le secteur de la santé et au niveau communautaire ont ainsi été formés sur l'utilisation de cette technologie, dont une centaine de relais communautaires, 17 chefs de centres de santé intégrés, formateurs et superviseurs des relais communautaires et 5 membres de l'équipe cadre du district de Lela. MyHealth permettra aux relais communautaires de collecter et de transmettre les données en temps réel aux chefs de CSI à travers le téléphone portable et de lancer des alertes SMS aux chefs de CSI sur l'état des stocks de médicaments pour éviter les ruptures, a déclaré Dr Félicité Chimbitana, représentante de l'UNICEF au Niger. Au Niger, cette phase pilote d'introduction de l'initiative MyHealth couvrira environ 165 villages situés au-delà de 5 km de formation sanitaire de la région de Tawa. Au niveau des 3 communes du district sanitaire de Lela, Badagishiri, Tajaye, Ilela, plus de 80 000 enfants de moins de 5 ans seront ainsi couverts par cette initiative. Des pays comme l'Ouganda, le Malawi, la Zambie, le Rwanda ou encore le Burkina Faso ont déjà testé ces systèmes MyHealth avec des résultats encourageants en termes de disponibilité de stock, de transmission, de collecte et d'analyse des données. Quelques semaines après le démarrage des activités, seulement une personne sur 2 a accès au service de santé de base au Niger en raison de la distance qui les sépare du premier centre de santé le plus proche. Les relais communautaires jouent ainsi un rôle crucial pour rapprocher les services de la population. Rien qu'en 2018, ils ont par exemple réussi à traiter plus de 97 000 cas de paludisme, près de 100 000 cas de diarrhée et près de 100 000 cas de pneumonie au niveau national, poursuit Dr Chimbida. La prise en charge des maladies de l'enfant au niveau communautaire est une stratégie nationale qui contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto-juvénile en se focalisant sur leurs principales causes, à savoir le paludisme, la diarrhée, la pneumonie et la malnutrition. C'est une approche qui améliore l'accès aux soins des populations éloignées à travers l'offre de services curatifs, préventifs et promotionnels par des relais communautaires. Introduit au Niger depuis 2013, l'UNICEF a soutenu depuis 2016 sa mise à l'échelle et à ce jour, 28 des 72 districts du Niger mettent en œuvre cette stratégie. Malgré l'efficacité prouvée de la PCIME, plusieurs goulots d'étranglement ont toutefois été relevés par les agents de santé, dont entre autres la faiblesse dans la collecte et la transmission des données sur la PCIMEC et les ruptures des stocks fréquentes. L'utilisation du téléphone cellulaire pour la santé a ainsi été retenue par le ministère de la Santé comme une des solutions permettant d'accélérer les progrès dans ce cadre. Au Niger, le taux de mortalité infantile a considérablement diminué au cours de la dernière décennie, passant de 109 à 85 décès pour 1000 naissances vivantes entre 2012 et 2017. À propos de l'UNICEF œuvre dans des endroits, y compris les plus difficiles du monde, pour atteindre les enfants les plus défavorisés du monde, dans 190 pays et territoires. Nous travaillons pour chaque enfant partout dans le monde, afin de bâtir un monde meilleur pour tous. Ouverture ce matin à l'hôtel Terminus de l'atelier de validation de la stratégie nationale de la formation et de l'éducation des filles.
L'objectif de cet atelier étant de contribuer à la promotion de l'équité et de l'égalité de genre dans le domaine de l'éducation et de la formation. D'autres précisions dans le reportage qui va suivre. L'éducation participe énormément au développement d'un pays. Malheureusement, dans le contexte nigérien, 3 filles sur 10 n'ont pas l'opportunité d'être scolarisées, pendant que 2 filles sur 10 parviennent difficilement à dépasser la classe de 3e. Une situation prise en compte lors de l'atelier de validation de la stratégie nationale de la formation et de l'éducation des filles. Hilaria Carnevali, représentante adjointe de l'UNICEF au Niger, précise l'intérêt que revêt le renforcement de la scolarisation des filles. La SNEF se propose de réécrire l'histoire de ces filles et propose des orientations stratégiques et opérationnelles à court et moyen terme pour accompagner l'opérationnalisation du programme sectoriel pour l'éducation et la formation, les programmes régionaux de l'éducation et de la formation et les plans de développement communaux, en vue de réduire les disparités entre les filles et garçons et particulièrement en milieu rural. Elle fait de l'accès, de la qualité, la gouvernance et l'éducation et formation en situation d'urgence des piliers fondamentaux. Et elle tient aussi compte des opportunités et des préoccupations majeures qui inhibent l'équité entre filles et garçons en matière d'éducation et de formation, des opportunités d'apprentissage, d'autonomisation et d'espace nécessaires pour les filles. Par la suite, le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire, Yahouza Ibrahim, de dire les attentes des autorités en charge de l'éducation relativement à la scolarisation des jeunes filles. Le Niger a élaboré depuis 2014 un programme sectoriel de l'éducation et de formation PEDES 2014-2024 qui repose sur un cadrage macroéconomique basé sur le PEDES. Ce programme détaille les aspects sectoriels relatifs à l'éducation et la formation et tient compte des orientations de fond du PEDES, au terme duquel la politique éducative réaffirme les engagements pris par le président de la République dans son programme de renaissance du Niger, en faisant de l'éducation et de la formation sa priorité, ainsi que celle de son gouvernement. À l'issue de cet atelier, il est attendu des réflexions et des recommandations qui viendront enrichir la stratégie nationale de la formation et de l'éducation des filles. Ce matin s'est tenu le premier congrès constitutif du syndicat démocratique des routiers du Niger, SDRN. Le thème retenu pour ce congrès est comment le SDRN peut-il contribuer à l'amélioration d'une fin de carrière honorable des routiers. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema. Ces assises du premier congrès constitutif du syndicat démocratique des routiers du Niger se tiennent à 1 an, 7 mois, 2 jours de la création de ce syndicat qui a vu le jour le 24 avril 2017. Dans son adresse, le représentant du secrétaire général du nouveau syndicat a d'entrée en jeu parlé des problèmes que rencontrent les transporteurs dans leur ensemble. Il nous est reproché un manque de qualification professionnelle à qui devrions-nous nous en prendre. Aux propriétaires du camion, aux propriétaires des camions, nos patrons dont les véhicules sont dans des états de marche assez précaires. Aux autorités ministères du tutelle de prévoyant aucun programme de formation des conducteurs. Au ministère de l'équipement, laissant les routes dans un état de dégradation avancée, provoquant des accidents mortels. À la caisse de sécurité sociale, nous ne reversons que des miettes lors de la préception des allocutions familiales. Tour à tour, plusieurs interventions ont été prononcées. Le président de Petrans Bénin, celui de Seskrao ou encore le président du syndicat des transporteurs libres des marchandises du Niger ont tous parlé le même langage. Unir les forces pour défendre les intérêts des routiers. Nous allons exploiter une piste. Parce que comment améliorer notre vie après comment on appelle, à la retraite, comment améliorer nos conditions? Nous allons y travailler. Et pour permettre aux chauffeurs d'être dans ses droits, de reconnaître la qualité du travail qu'il apporte, le professionnalisme, même s'il n'est pas professionnel, il est plus professionnaliste que celui qui aujourd'hui a maîtrisé un camion à travers son permis de conduire. Le SDRN s'affilie à l'Union des travailleurs du secteur des transports et assimilés UTAN. Son secrétaire général réaffirme son soutien au syndicat.
Je vous dis chapeau. Oui, chapeau à vous. Votre présence massive dans cette salle témoigne de votre engagement et détermination à défendre les intérêts matériels et moraux des routiers du Niger. Le travail gigantesque que vous avez abattu en si peu de temps, et cela malgré les obstacles et difficultés liés au contexte d'adversité syndicale malheureusement intolérant, prouve aux yeux des conducteurs routiers du Niger et à tous les observateurs avertis que le SDRN n'est pas syndicalement un désert de compétences. En ouvrant les travaux de ce congrès, le représentant du ministère des Transports a axé son intervention sur les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les cadres de travail des transporteurs en général. Les directions qui ont été données par le président de la République et le chef du gouvernement. Et dans cette vision, dans ce processus, les routiers occupent une place de choix. Votre rôle, votre travail, votre mission est noble, mais parfois vous êtes exposés, notamment en ce qui concerne les accidents de la route. Des dispositions doivent être prises pour faire en sorte que vous protégez vos vies, parce que le risque en matière de conduite est personnel. Ainsi, plusieurs exposés ont été présentés à l'assistance, au total 3 panels, tous relatifs à l'amélioration d'une fin de carrière honorable des routiers. Le directeur technique chargé de l'informatique et du fichier électoral a animé cet après-midi un point de presse relatif au recrutement d'opérateurs d'enrôlement, des contrôleurs et des superviseurs régionaux et communaux. Je vous propose de suivre Oumar Seydi, chargé du fichier électoral biométrique. Un comité ad hoc a été mis en place par arrêté numéro 24/P CENI du président de la CENI en date du 30 novembre 2018. Toutes les dispositions sont prises pour que ce recrutement se fasse dans la transparence la plus totale. La centralisation des dossiers qui nous arrive se fait via l'ANPE. Donc pendant que le comité ad hoc mis en place était en train de conduire le dépouillement, il nous a été remonté que certains candidats rencontraient quelques difficultés pour se procurer le casier judiciaire ou le certificat de visite et contre-visite médicale. Donc pour pallier cette accroche, la CENI a décidé d'entreprendre des allègements. C'est ainsi que il a été décidé depuis le 12 mars que, par exemple, la date de clôture de dépôt de dossier qui était pour le 12 mars a été reportée au 1er avril. Ceci pour permettre au maximum de candidats de pouvoir disposer du temps et déposer leur dossier. Et mieux, le casier judiciaire, le certificat de visite et contre-visite médicale et même la carte de l'ANPE, nous avons dit que les candidats peuvent déposer leur dossier sans, quitte à ce qu'une fois qu'ils sont retenus, qu'ils les complètent. Il nous semble important de rappeler comment ce recrutement se fait en termes de procédure. C'est qu'il y a 3 grandes phases. Il y a dans un premier temps une présélection qui se fait sur la base du dossier. À l'issue de cette présélection, les candidats retenus vont être appelés à passer un test pratique. Et ce test pratique a la spécificité pour le personnel technique d'appui. J'entends par personnel technique d'appui le contrôleur d'enrôlement, les superviseurs communaux, les superviseurs régionaux et les techniciens en maintenance. Tout ce beau monde passera le test pratique au centre unique de Niamey. Pour les opérateurs d'enrôlement, chacun passera le test dans le chef-lieu de région où il a déposé son dossier de candidature. La troisième phase, c'est qu'une fois que ces tests pratiques sont passés et OK, les candidats retenus viendront tous à Niamey pour suivre une formation qui leur permettra de savoir utiliser notre solution d'enrôlement biométrique. Contrairement à ce qui se faisait avant où les opérateurs de saisie, les agents de saisie qui sont aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui les opérateurs d'enrôlement,
Contrairement à ce qui se faisait avant où ils étaient regroupés au sein du centre de traitement de données ici à Niamey, cette fois-ci, et les opérateurs d'enrôlement et le personnel technique d'appui, tout le monde sera déployé sur toute l'étendue du territoire, voire à l'étranger pour l'enrôlement des Nigériens de la diaspora. Je voudrais exhorter tous les candidats qui n'ont pas encore déposé leur dossier de le faire. D'autant plus que vous avez vu, on a beaucoup allégé la procédure, surtout pour les opérateurs d'enrôlement où la seule exigence c'est prouver qu'on sait utiliser l'outil informatique. Et aussi, au poste d'opérateur d'enrôlement, nous avons besoin de beaucoup de monde. Donc, j'encourage vivement les compatriotes qui n'ont pas encore déposé leur dossier à le faire. Et ils ont jusqu'au 1er avril pour le faire. Arrêté et incarcéré depuis le 18 avril 2018, Ilia Malam, coordonnateur régional du MPCR Zender, continue de garder prison. Une situation que dénoncent les organisations de la société civile de Zender à travers plusieurs marches suivies de meetings. D'autres précisions avec nos confrères de la télévision Gaskia. da medal ruwa su suke taimako na tun da dana mutu yanzu kuma bayan haka nan an ji an resa da an dauke mutu da kwani an zo an kama medal ruwa ban wanda zai je mai ina kwana ba bare taimaka Allah ya isa kuma sharri ne duk wanda ya musu sharri kullum muka yi sallah sai na mishi addu'a sai ya samu kawai koma kai. Une marche pacifique de la société civile suivie de meetings devant le stade régional Londidi Manzo est organisée presque chaque semaine par les collectifs des organisations de la société civile de Zender. L'objectif était d'exiger la libération du coordinateur régional du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR, Ilia Damalam Dissadata, emprisonné à la maison d'arrêt de Matamaï il y a, souvenez-vous bien, 11 mois de cela. Son interpellation est intervenue lors des contestations de la loi des finances 2018. La société civile y voit une affaire plutôt une manipulation politique puisque le dossier se trouve toujours au stade de l'instruction. Pour rappel, Sadat Ilia Damalam est détenu à la prison civile de Matamaï, chef-lieu du département de Kanché dans la région de Zender. Le coordinateur régional du MPCR a été arrêté le 18 avril et inculpé de participation à un mouvement insurrectionnel et de conspiration contre la sécurité de l'État. C'est sur plainte du coordinateur du PNDS Taraya de Zender qu'il a accusé de complot contre l'État et injure que l'activiste très engagé dans les manifestations contre la loi des finances 2018 et la mauvaise gouvernance a été initialement interpellé par la police judiciaire avant d'être inculpé et déféré à la prison civile de Matamaï. Une manière de taire des voix discordantes selon la société civile nigérienne et les organisations non gouvernementales internationales qui appellent depuis à sa libération. La chaleur devient de jour en jour insupportable, une canicule qui n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. Et ce, d'autant plus que les services de la météorologie prévoient de fortes chaleurs dans les mois à venir. Hamza Sakou et Halid Bourema pour le reportage. La période de grande chaleur a commencé. Après les mois de janvier et de février, pendant lesquels les populations avaient profité d'une température clémente, tel n'est pas le cas actuellement avec l'installation progressive de la canicule. Madame Aminou Nafissa du service météorologie précise le temps qu'il fait présentement ainsi que les prévisions pour les prochains mois. Les températures au cours du mois de mars, n'est-ce pas, sont des températures de saison. C'est des températures que nous avons l'habitude d'enregistrer. C'est des températures qui tournent autour de 30 à 40 degrés. C'est vrai qu'il y a des épisodes où les températures connaissent une légère hausse et cela est dû généralement à des phénomènes qui viennent s'ajouter n'est-ce pas, à cette variation. Donc comme ce fut la semaine passée, comme nous avons eu à le remarquer, les températures sont allées jusqu'à 40 degrés parce qu'il y avait aussi le phénomène de nuages qui passait. Donc ces phénomènes ensemble avec une poussée de la mousson, donc ce qui a fait en sorte que les températures ont connu une petite hausse.
Mais lorsqu'on compare ces températures à l'année passée, comme on peut le voir ici, les températures de février et de mars 2018 sont légèrement supérieures à celles que nous observons en 2019, en février et en mars. Le mois d'avril, nous allons avoir des températures de saison que nous avons l'habitude d'observer seulement. Il y aura des jours où on aura des pics de température comme on a l'habitude de l'observer par le temps. N'est-ce pas? Donc, ces températures vont varier autour de 40 degrés et aussi vers le mois de mai, nous aurons aussi ces températures qui vont encore tourner autour de 40 degrés. Mais avec les premières pluies, ces températures vont commencer à baisser légèrement. De ce fait, les populations auront à vivre plusieurs mois de canicule, au cours desquels il est recommandé de se protéger de la réverbération du soleil et de boire beaucoup d'eau. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.